En juin 2019, alors que le marché crypto reprenait des couleurs, Facebook a annoncé se lancer dans la crypto-monnaie avec un projet appelé Libra. Après avoir passé des années à traiter la crypto dans son ensemble comme une gigantesque arnaque, Mark Zuckerberg avait enfin trouvé un moyen d'utiliser ce phénomène de société pour accroître encore et toujours son influence, cette fois-ci en s'érigeant en banque centrale mondiale qui émettrait une monnaie stable universelle. Sans surprise, le projet n'a pas plu à un seul gouvernement de la planète et Facebook s'est fait taper sur les doigts. Les plans de conquête du monde de Mark Zuckerberg ont dû être revus à la baisse petit à petit, Libra a été renommé Diem, et finalement en 2022, le projet a été abandonné. Mais la cinquantaine d'informaticiens qui travaillaient sur Diem chez Facebook n'ont pas passé 3 ans à se tourner les pouces. Ils n'avaient pas seulement pour mission de créer un USDT amélioré. Ces ingénieurs ont fait des recherches dans plusieurs domaines touchant à la blockchain, et ils ont par exemple mis en place un nouveau langage de programmation appelé Move, qui est conçu pour faciliter la création de contrats intelligents destinés au Web3, en plus d'être totalement invulnérable à certaines failles comme les attaques de réentrance, dont l'exemple le plus connu reste le piratage sur Ethereum du contrat TheDAO en 2016. Et après avoir fait tout ce travail, certains de ces ingénieurs se sont dit que ça serait pas si mal de continuer à innover sans avoir à subir l'influence de Facebook. C'est comme ça que la société Mysten Labs est née. Composée au départ d'anciens de Facebook qui se sont connus en travaillant sur Libra, cette équipe comprend désormais 35 personnes et a décidé de se servir des travaux accomplis chez Facebook pour créer un réseau crypto censé résoudre certains problèmes rencontrés aujourd'hui, notamment en matière d'extensibilité, de sécurité et de coût d'utilisation. Leur projet, baptisé Sui, est une blockchain de première couche dont la conception est assez originale, même si elle ne dévie pas autant des modèles classiques que certains projets comme Anoma et Celestia que j'avais présentés récemment. Avec Sui, on reste sur un réseau unifié, sans rien de plus que des utilisateurs d'un côté et des validateurs de l'autre. Cependant, la manière dont cette architecture traditionnelle a été mise en place chez Sui n'a définitivement rien de traditionnel. La différence la plus importante que l'on peut voir entre Sui et n'importe quelle autre chaîne comme Ethereum, Avalanche et compagnie, c'est que Sui ne gère pas les actifs de la même manière. Plutôt que de considérer tous les actifs comme équivalents, Sui les sépare en plusieurs catégories. Pour comprendre comment, il faut repartir à la base de la blockchain. Les crypto-monnaies comme Bitcoin, qui ne sont conçues que pour servir de monnaie, utilisent des bases de données qui recensent des adresses sur lesquelles on trouve un historique de transactions à partir duquel on peut déduire le solde du compte. Exactement comme une liste de comptes bancaires avec un identifiant unique et une liste de virements associés. D'une certaine manière, on pourrait comparer ça à des fichiers dans un dossier sur votre ordinateur. Si le dossier correspond au réseau Bitcoin, chaque fichier correspond à une adresse. Et dans le fichier associé à chaque adresse, on trouve la liste des choses qui ont été faites. Les crypto-monnaies comme Ethereum qui ont été bâties sur cette base suivent ce même modèle qui est de considérer chaque adresse comme une liste de transactions, avec un ajout notable qui est celui des contrats intelligents. Les contrats intelligents, ce sont des petits programmes informatiques qui sont publiés dans une transaction réalisée à une adresse précise. Avec eux, on peut créer des jetons qui servent de monnaie, des jetons non fongibles, etc. Mais quel que soit le type d'actif que vous voulez créer avec un contrat intelligent, cet actif restera dans tous les cas intégré au contrat intelligent. Il n'existera que sur l'adresse dans laquelle le code informatique a été publié. Alors comment peut-on être propriétaire d'un jeton s'il n'est pas vraiment sur notre adresse ? Bien c'est très simple, ça fonctionne de la même manière que pour la monnaie de base du réseau. Imaginons que vous avez acheté un jeton non fongible de la série Gros Singe. Alors, sur l'adresse du contrat intelligent créé par l'artiste ayant publié la série de NFT, il y aura dans l'historique des transactions une ligne qui dit « L'adresse de Monsieur Bidule est propriétaire du jeton Gros Singe numéro 1 ». Mais ça n'est rien de plus que ça. Être propriétaire d'un NFT, ça veut dire que votre adresse se trouve dans une liste mentionnée dans l'historique des transactions d'un contrat intelligent en particulier. Et il en est de même pour les jetons fongibles bien sûr. Ils fonctionnent de la même manière que la monnaie principale du réseau aussi. Ce ne sont que des registres partagés dans lesquels on trouve des listes de transferts à partir desquels on peut calculer un solde. Sur le principe, il ne semble pas y avoir de véritable problème. C'est une manière de s'organiser qui n'est pas forcément la plus intuitive, mais au moins ça marche. Sauf que si on regarde de plus près, on se rend compte au bout d'un moment que ça n'est pas la méthode optimale. La raison principale, c'est qu'avec cette méthode, lorsque vous êtes propriétaire d'un NFT et que vous voulez l'envoyer quelque part, vous devez publier une transaction qui interagit avec le contrat intelligent concerné. Sauf que vous n'êtes peut-être pas le seul. Il y a certainement un autre utilisateur qui souhaite aussi interagir avec ce contrat au même moment.
Ce qui veut dire que votre transaction pourrait potentiellement entrer en conflit avec la transaction de quelqu'un d'autre. De ce fait, il y a naturellement une compétition constante entre tous les utilisateurs du réseau, et il faut donc faire appel au mécanisme de consensus pour toutes les transactions, même si elles concernent un objet dont vous êtes théoriquement le seul propriétaire. Et c'est précisément à cet endroit que Mysten Labs a innové. Plutôt que de créer un système comme tous les autres, où il faut constamment utiliser le mécanisme de consensus, ils ont inventé un réseau dans lequel on ne perd pas de temps à rechercher un consensus global si une transaction ne concerne qu'un objet dont on est le seul propriétaire. Pour cela, il a fallu changer la manière dont les choses sont créées sur leur réseau, pour ensuite les séparer en plusieurs catégories. Sui fonctionne donc avec ce qu'on appelle des objets programmables. Chacun de ces objets dispose d'un identifiant unique, et chaque objet appartient à une adresse unique. Les transactions émises par une adresse peuvent créer, détruire et modifier des objets dont elle est propriétaire, ou les transférer à une autre adresse. Si on revient sur la métaphore du système de fichiers informatiques, alors que les blockchains traditionnels sont plutôt comparables à des fichiers en pagaille avec plein d'infos dedans, Sui ressemble plutôt à une structure organisée avec des dossiers et des fichiers, où les objets programmables se trouvent être à l'intérieur des dossiers correspondant à chaque adresse. Ça ne fonctionne pas vraiment comme ça évidemment, mais c'est plus facile à comprendre pour ceux d'entre nous qui ne sont pas programmeurs. Et cette structure avec laquelle on a des adresses qui sont vraiment propriétaires d'un objet, plutôt que simplement mentionnées dans un contrat intelligent, on peut faire la différence entre, d'une part, des objets qui ont un seul propriétaire, et d'autre part, ce qu'on appelle des objets partagés. Dans le cas d'un jeton fongible, on n'aurait pas d'autre choix que de le créer sous la forme d'un objet partagé puisque plusieurs personnes doivent s'en servir. Ce qui veut dire que la situation ne sera pas si différente des blockchains classiques. Pour utiliser ce jeton comme monnaie, les utilisateurs devront faire référence à la liste des transactions qui se trouve à l'adresse du contrat intelligent. Les montants dont ils seront propriétaires ne seront pas des objets liés à leur propre adresse. Par contre, quand il s'agit de jetons non fongibles, là, les choses sont radicalement différentes, puisque par définition, un jeton non fongible a un propriétaire bien défini. Les NFT ne seront donc pas des objets partagés. Et rappelez-vous, j'ai mentionné un peu avant l'idée que sur les autres chaînes, il y a une compétition constante entre les utilisateurs lorsqu'il s'agit de publier des transactions, parce qu'on ne fait pas la différence entre les objets partagés et ceux qui ne le sont pas. Mais ici, on a bel et bien une différence entre les deux. Et ça permet donc de mettre en place une procédure de traitement des transactions qui change en fonction de la nature de l'objet concerné. Sur Sui, lorsque vous faites une transaction qui porte sur un actif partagé, c'est comme ailleurs, votre transaction devra passer à travers un système de consensus pour qu'on puisse lui attribuer une datation et une position sur la chaîne. Mais au contraire, lorsque vous faites une transaction qui porte sur un actif à propriétaire unique, vous n'avez pas besoin de passer par le système de consensus. Au lieu de ça, le réseau va suivre la procédure appelée en anglais Byzantine Consistent Broadcast, soit dans notre langue, une diffusion byzantine cohérente. Une des conséquences principales de ce système, c'est que les transactions impliquant des objets partagés doivent subir un ordonnancement total, alors que les transactions impliquant des objets à propriétaire unique n'ont besoin que d'un ordonnancement causal. Si vous n'avez pas vraiment compris, c'est pas grave, c'est un sujet un peu complexe qui intéressera surtout les développeurs et les mathématiciens. Mais ce qui compte, c'est surtout le résultat. Grâce à ça, le débit des transactions sur Sui serait théoriquement sans limite pour certains types d'objets, donc Sui est un réseau parfaitement adapté au développement de jeux vidéo ou toute autre application Web3 dont le fonctionnement repose sur des NFT, puisque ces derniers pourront être déployés sur Sui sous la forme d'objets à propriétaire unique. Et bien sûr, ce n'est pas la seule raison pour laquelle Sui est intéressant pour le Web3, il y a aussi le langage Move dont j'ai parlé au début. Non seulement il permet de se prémunir totalement contre certaines failles informatiques courantes sur des langages comme Solidity, mais en plus, Sui est doté d'une version spécialisée de Move qui est faite pour mieux fonctionner avec le système d'objets partagés et d'objets à propriétaire unique entre autres choses. Et puis c'est un langage très facile à comprendre et utiliser de manière générale, tellement facile d'ailleurs que vous pouvez déjà tester aujourd'hui même un prototype de jeu Web3 qui fonctionne avec Sui et dont les développeurs n'avaient jamais touché à un contrat intelligent ou au langage Move auparavant. Alors le jeu en soi, c'est une espèce de Tamagotchi qui décrochera probablement pas le trophée du jeu de l'année. Mais il permet de démontrer les possibilités de Sui, d'une part parce que les monstres NFT que vous créez en jouant sont visibles directement sur la blockchain, et d'autre part parce que les NFT créés de cette manière sont modifiables à travers le temps, contrairement aux NFT que vous connaissez sur les autres chaînes. Ceux que l'on trouve sur Sui peuvent obtenir de nouvelles propriétés et voir les propriétés existantes changer. Votre monstre peut voir son nombre de points de vie augmenter et c'est enregistré directement sur la chaîne. On ne passe pas par un serveur centralisé pour stocker cette information. Ensuite, au-delà de tout ce qui concerne le Web3,
Sui n'est pas sans intérêt non plus. Le mécanisme de consensus utilisé est également innovant, donc même en cas de transaction effectuée sur des objets partagés, le nombre de transactions par seconde reste théoriquement relativement élevé. Baptisé Narwhal and Tusk, ce dernier permet d'après leur dire d'atteindre plus de 100 000 transactions par seconde sous certaines conditions. Donc là encore très rapide, mais il y a des chances pour que la performance en conditions réelles soit un peu différente. Pour le savoir, il va falloir attendre des tests à grande échelle. À l'heure actuelle, nous en sommes encore au premier testnet et le réseau est loin d'être complet. Mais une fois qu'il sera dans sa version finale, on peut être à peu près sûr qu'il attirera l'attention de la communauté crypto étant donné ce qui est promis. En plus de tout ce que je viens de décrire, Mysten Labs a par exemple également indiqué que des kits de développement seront mis en place pour faciliter l'intégration d'applications développées avec un paquet de langages différents comme TypeScript, Rust ou le C#, ce qui attirera certainement un grand nombre de développeurs cherchant à créer des applications Web3. Et d'ailleurs en parlant de kits de développement, il promettait également d'en faire pour des usages spécifiques comme le jeu vidéo, les communautés NFT, etc. Et puis du côté du grand public, c'est-à-dire la majorité d'entre nous, il y aura aussi des choses intéressantes comme un système de récupération des actifs perdus quand vous perdez votre clé privée ou que vous envoyez votre argent n'importe où, une meilleure lisibilité de ce que font les transactions que vous allez publier, ou encore un système permettant d'envoyer de l'argent par mail, SMS ou n'importe quel autre type de message à quelqu'un qui n'a même pas forcément de portefeuille Sui. Tout cela rendra Sui beaucoup plus facilement utilisable, autant pour les développeurs que le public, et avec les performances promises, il n'y a pas de raison que personne n'utilise ce réseau. La seule chose que je trouve vraiment dommage à l'heure actuelle, c'est que rien n'est prévu pour protéger votre vie privée. Pas de preuve à divulgation nulle de connaissances, pas de mixeur, c'est le vide total. Mais à partir du moment où on considère que c'est uniquement un réseau destiné aux jeux vidéo et à quelques applications Web3, ça devient moins gênant. Et puis, pour un projet issu de recherches réalisées chez Facebook, est-ce que c'est vraiment surprenant? Mais bon. Si vous attendez simplement d'investir dans la monnaie de ce réseau, rien n'a été annoncé pour l'instant. On sait qu'il y aurait une monnaie Sui qui servira à payer les frais de transaction, mais aucune vente n'est prévue et on ne connaît pas encore la quantité qui existe, etc. Ensuite, si vous souhaitez vous lancer dans le développement sur Sui, vous avez un testnet déjà en cours auquel vous pourrez peut-être participer si vous avez les connaissances requises. Il existe par ailleurs un certain nombre de choses intéressantes à faire et des outils comme Sui Echo qui permet d'instantanément dupliquer un NFT existant sur une autre chaîne en permettant bien sûr d'y ajouter toutes les fonctionnalités disponibles avec le langage Move. Si tout ça vous intéresse, par contre, avant de vous diriger vers le site de Sui, je vous conseille d'aller faire un tour sur les 2 articles rédigés par mon collègue Morgan qui donnent un peu plus de détails sur les éléments techniques que j'ai mentionnés. Enfin, que vous soyez développeur ou pas, vous avez sur notre chaîne YouTube une interview avec un des cofondateurs de Mysten Labs. Et bien sûr, vous pourrez aussi aller voir le site internet de Sui qui est en anglais, sur lequel il y aura toute la documentation nécessaire, ainsi que leur serveur Discord doté d'un canal français ou encore la chaîne Telegram que nous venons de créer. Tout ça se trouve dans la description, donc je vous laisse aller voir ce qui vous intéresse et j'espère que vous reviendrez pour la prochaine vidéo du Journal du Coin.